Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler donc des plantes sauvages comestibles. On va voir comment planter moins pour récolter plus. Je sais pas si tu me suis depuis un petit moment, tu dois savoir que j'aime beaucoup les plantes sauvages. J'ai pas mal partagé sur les plantes sauvages. Je crois que c'est la première fois que j'en parle un peu dans ce podcast. Alors, je suis pas un grand naturaliste ou un grand botaniste, mais voilà, je m'intéresse beaucoup aux plantes sauvages comestibles en particulier. Et voilà, alors aujourd'hui on va en parler un petit peu, on va pas parler de plantes en particulier, mais on va vraiment parler de comment les intégrer un petit peu plus dans ton jardin. Voilà, on va voir tout ça, on va voir les avantages, on va voir pourquoi c'est intéressant d'en, d'en mettre dans ton jardin, et aussi on verra, tu verras à la fin du podcast, je te donnerai une petite astuce pour commencer à apprendre les plantes sauvages si t'as pas, si t'as toujours pas penché ta curiosité sur tout ça. Donc juste pour info, juste avant de commencer, j'ai publié un e-book gratuit. Toutes les personnes qui s'inscrivent sur mon site lepotagerminimaliste.fr, toutes les personnes qui s'inscrivent à la newsletter avec l'agenda nature et jardin potager, où j'envoie chaque mois un mail avec 2 activités jardin plus une activité pour se reconnecter à la nature. Je parle aussi de ce que je sème chaque mois, des activités au jardin que je fais chaque mois. Et en plus de ça, maintenant il y a un e-book qui va te donner les 5 étapes pour démarrer un jardin comestible, durable, résilient et autosuffisant. Enfin, en gros, comment on démarre un jardin. Et donc tout ça, c'est offert quand tu t'inscris sur mon site. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Si tu es déjà inscrit et que tu n'as pas l'e-book, n'hésite pas à me contacter et je te l'enverrai avec plaisir. Donc voilà. Allez, c'est parti, hein, les plantes sauvages comestibles alors. Planter moins, récolter plus. Il y a une question qu'on m'avait posée, déjà je voulais commencer avec ça, qu'on m'avait posée l'année dernière. J'avais fait un petit atelier, un jardin partagé, pas très loin de chez moi, et on me demandait, voilà, qu'est-ce qu'on doit, quelle plante il faut surtout pas couper, qu'est-ce qu'on doit garder, tout ça. Et, en fait, je me rendais compte que j'avais un petit peu de mal à répondre à cette question. Et en fait, pour moi, la question, elle est pas bonne en fait. En fait, il faut pas se demander ça, il faut se demander l'inverse. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes. En fait, il y a seulement des herbes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment pour celui qui jardine. Donc, si tu demandes quelle herbe, pour moi, si tu te poses cette question, voilà, qu'est-ce que je dois pas couper, en fait, tu es dans l'erreur, tu es dans la confusion. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de plantes à choisir. Et en fait, tu passerais beaucoup trop de temps à dire, à regarder toutes les plantes une par une, laquelle je dois pas couper et tout. Donc, le mieux, c'est de laisser un maximum de place aux plantes. Après, s'il y a des endroits que tu veux privilégier, ou si tu as besoin de la place, là, tu viendras couper ou arracher les plantes. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast. N'hésitez pas à aller jeter un œil à comment désherber en permaculture. Pareil, vous allez sur mon site, rubrique podcast, et il y a un podcast qui est dédié au désherbage, où voilà, j'explique un peu toute une série de questions, la méthode de désherbage en permaculture, quoi. Et donc voilà, si vraiment tu as besoin de la place, tu prends la place. S'il y a des endroits où tu préfères ne pas laisser les plantes pousser, tu laisses pas les plantes pousser. Mais voilà, je pense que la question, elle doit plutôt être demande-toi plutôt quelle plante tu veux couper. Il y a souvent des plantes qui sont un petit peu entre guillemets envahissantes, ou des plantes qu'on n'aime pas trop peut-être visuellement, ou qui sont toxiques. On veut pas forcément des plantes qui sont un petit peu toxiques dans notre jardin, ou des plantes envahissantes qui vont étouffer le potager. Donc en général, il y en a beaucoup moins, et elles sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus voilà, c'est plus facile de cibler des plantes que tu ne veux pas que de cibler les plantes qu'il faut garder ou quoi. Enfin, moi je dis qu'il faut tout garder, et vraiment enlever les plantes ou des zones que tu as envie de conserver ou de faire autre chose avec. Mais voilà, donc déjà je voulais commencer avec ça, inverser cette question qu'on se pose tout ce temps. Parce que moi je suis un fervent défenseur des plantes sauvages. Il n'y a pas longtemps, je parlais sur LinkedIn de la renouée du Japon, qui est une plante envahissante. C'est un grand débat. Voilà, je disais que je comprenais pas pourquoi on en voulait tellement à cette plante.
Déjà, ouais, depuis le début qu'elle est apparue, il y a une... Enfin, je sais pas, moi j'ai commencé à la voir il y a une 10-15 ans. Et déjà, dès le début, tout le monde disait ouais, c'est une plante envahissante, c'est une plante envahissante. Mais en fait, on sait même pas ce que c'est. Et on est déjà en train de dire que c'est une plante qui est mauvaise, qui est envahissante. Et voilà, moi je préfère d'abord être dans l'observation, dans comprendre pourquoi elle est là, pour comprendre son rôle et éviter de faire des arrachages systématiques parce que je crois qu'il y a des lois qui sont carrément passées où on peut même venir chez toi pour arracher, enfin, pour prélever de la terre où il y a de la renouée. Il y a des grosses campagnes ouais, d'arrachage où on vient avec des tractopelles, on enlève la terre, tout ça. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, je sais que peut-être toi qui m'écoutes, bah, t'es pas d'accord parce que la renouée, elle prend trop de place, elle empêche la biodiversité de s'installer, elle prend la place des autres plantes, etc. Mais voilà, je pense qu'elle a aussi son rôle dans l'écosystème. On va pas, je vais pas m'étaler là-dessus, je ferai peut-être un épisode spécial là-dessus. Mais voilà, si tu veux aller jeter un coup d'œil à mon LinkedIn, j'en ai parlé un petit peu. Et voilà, pour moi, les plantes sauvages, c'est important. J'ai même beaucoup de mal à, à désherber. Voilà, j'ai un peu du mal à- avec ma stratégie de désherbage dans le potager. J'ai souvent tendance à laisser les plantes s'installer et du coup, après, au bout d'un moment, je me fais un petit peu déborder. Et pour certaines personnes, c'est pas très joli. Mais voilà, chacun sa façon de jardiner. Moi, je critique pas, il n'y a pas de souci. Si toi, tu t'aimes bien désherber, faire propre et tout, voilà, tant que pour toi, c'est éthique et voilà, ça convient, bah, c'est cool. Mais voilà, moi, c'est vraiment important de prendre soin de la nature, de prendre soin des plantes sauvages. Et voilà, je me sens bien quand il y a plein de plantes, quand il y a plein de diversité. Et donc voilà. Donc quels sont les avantages à laisser donc ces plantes sauvages qui sont parfois comestibles ou pas et comment ça va nous aider comme ça dans notre potager à planter moins et récolter plus. Donc déjà il y a un truc, c'est l'importance de laisser pousser les plantes sauvages à la fin de la saison. Quand je parle de fin de saison, voilà, c'est à l'automne. Il faut, enfin moi, mon conseil c'est d'éviter de trop désherber à la fin de l'automne et d'éviter aussi de couper tout ce qu'il y a au potager. On parle vraiment du potager et aussi, on va rester sur le potager, on va dire, ou au moins les zones comestibles. Et donc pour moi, c'est important de voilà, laisser les herbes. S'il y a un endroit où on en revient toujours à ce principe, où si j'ai pas forcément besoin d'une zone spécifique, j'irai pas forcément désherber en fait. Pour moi, c'est du travail inutile et on handicape, on fragilise notre écosystème en allant désherber systématiquement, alors qu'on n'en a pas forcément besoin en fait. Quand je parle de besoin, c'est vraiment, voilà, tu as besoin de la place pour planter autre chose ou faire un autre aménagement. Donc, tant que j'en suis pas arrivé au moment exact où j'ai besoin de planter quelque chose, bah, je vais pas aller arracher, désherber en attendant que ce soit. Je vais pas désherber pendant 6 mois une zone alors que je vais rien planter pendant ces 6 mois. Quoi. Je vais pas revenir. Enfin, moi, je trouve pas ça intéressant et donc voilà, c'est ça que je dis laisser les plantes sauvages pousser en fin de saison. C'est vraiment intéressant parce que déjà, elles vont créer un réseau racinaire, elles vont nourrir le sol, elles vont voilà, il va y avoir une succession écologique qui va se faire dans le sol. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au printemps d'après, donc si par exemple à l'automne tu laisses toutes les herbes pousser, tu laisses un peu en friche comme ça, bah tu peux arriver au printemps et en fait automatiquement ça te fait un stock de matière organique, en l'occurrence de la matière organique qui peut être plus azoté que carboné, ça dépend à quel moment tu vas arriver au printemps. Mais en tout cas, ça fait qu'au printemps, tu arrives et quand tu vas préparer un petit peu le terrain pour commencer les plantations, planter quelques salades, faire des choses, eh ben, tu auras déjà sur place de quoi couper pour faire du paillage, pour apporter de la matière organique, pourquoi pas aussi des fois des herbes qui vont repartir de plus belle au printemps. Bah, voilà, ça te fait de la matière organique à carboné ou azotée et comme ça, bah, voilà, tu as laissé la matière, la matière organique se stocker à un endroit, tu n'as pas produit de déchets, parce que si tu avais coupé par exemple à l'automne, bah, du coup tu serais retrouvé avec un déchet, tu aurais dû, voilà, et tu aurais dû t'en débarrasser entre guillemets, le remettre quelque part. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que paf, quand tu as besoin de la place, tu arrives, tu coupes,
Et là, bah, ça te fait de la matière organique à disposition. Et après, tu as peut-être d'autres choses, tu peux l'emmener ailleurs. Et du coup, tu jongles comme ça avec les différentes choses. Et pour moi, j'essaye vraiment de jongler un petit peu pour pas forcément essayer de tout anticiper. Et voilà, au dernier moment, tac, bah tac, là j'ai besoin de la place. Du coup, ça me fait de la matière organique. Qu'est-ce que je peux faire avec cette matière organique? Peut-être du compost, peut-être un paillage. Et du coup, je jongle comme ça avec les différentes choses qui se présentent à moi. Et c'est ma façon de jardiner. Un autre avantage avec les plantes sauvages, comestibles ou pas comestibles, c'est qu'elles sont une trame verte, hein, j'en parle souvent. C'est une sorte, la trame verte, c'est un peu comme l'autoroute des animaux, quoi, l'autoroute des oiseaux, l'autoroute des butineurs, l'autoroute des auxiliaires aussi, des auxiliaires qui sont bénéfiques pour ton jardin, comme par exemple les coccinelles. Donc vraiment, le fait de laisser des endroits comme ça où on va euh, laisser des plantes sauvages, bah, ça va être aussi des endroits où la faune va pouvoir rebondir comme ça de plante en plante pour se déplacer facilement dans ton jardin, dans l'écosystème. Et voilà, on retrouve le principe numéro 5 qui est utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Donc voilà, juste tu laisses les plantes sauvages, ben, tu crées de la place pour la faune aussi. Enfin, tu valorises comme ça tes ressources qui sont déjà présentes sur ton terrain au service de ton écosystème. Donc un autre avantage sur les plantes sauvages, c'est qu'elles vont te donner des informations sur ce qu'il y a dans ton sol. On appelle ça les plantes bio-indicatrices. Par exemple, l'autre jour, je pensais à ma voisine il y a quelques années qui m'avait demandé de faire un petit tour dans son jardin, regarder tout ça. Et tout de suite, j'avais repéré un truc qu'elle avait oublié. Et en fait, à un endroit, je voyais qu'il y avait beaucoup de prêles. La prêle, c'est une plante qui va pousser à des endroits où il y a de l'eau qui stagne. Et je trouvais ça un petit peu bizarre parce que voilà, il n'y avait pas spécialement d'eau à ma connaissance dans le coin. Et, euh, et donc voilà, je me disais, ah, c'est bizarre, il y a un petit peu de prêle. Alors est-ce qu'il y a de l'eau dessous? Est-ce que tu es au courant? Je sais pas, il y avait un bassin avant ou quelque chose. Elle me fait oui, ah oui. Enfin, sur le coup, elle savait pas. Et en fait, en réfléchissant, elle s'est souvenue qu'à une époque, ils avaient mis une bâche pour, je sais plus, faire un massif ou quelque chose. Et en fait, la terre, elle s'était remise dessus, ou je sais pas, euh, vu qu'il était un petit peu en friche, son jardin. Bah, au final, oui, c'est vrai, il y avait une bâche il y a quelques années. Ça doit être sûrement pour ça que l'eau stagne. En fait, la bâche, elle empêche l'eau de descendre. Du coup, ça doit faire des petites cuvettes comme ça et il doit y avoir de l'eau qui stagne. Et c'est pour ça que la prêle, elle pousse. Donc, c'est vraiment euh, intéressant des fois de laisser les plantes nous parler, nous dire un peu ce qui se passe dans le sol. Et on en revient aussi au principe de permaculture numéro 1 qui est observer et interagir. Donc voilà, un autre avantage des plantes sauvages, c'est qu'elles peuvent créer des microclimats, hein, comme voilà, des fois, souvent on voit des endroits où il y a de l'ortie et souvent elles apportent de la fraîcheur. La plupart du temps, ouais, les plantes quand tu laisses les plantes sauvages comme ça s'installer, bah ça crée un écosystème de fraîcheur, ça dégage de l'humidité, ça met le sol à l'ombre. Et voilà, ça fait des microclimats qui sont frais et qui peuvent être intéressants aussi à utiliser dans ton jardin si tu as besoin de créer comme ça des microclimats qui sont un peu plus frais. Voilà. Ensuite, bien sûr, bah, un autre avantage des plantes sauvages, c'est que tu vas, comme je le disais, planter moins et récolter plus. Donc voilà, certaines plantes sauvages, elles sont comestibles. Donc voilà, peut-être que dans ton jardin, je sais pas, tu as du tilleul, peut-être que tu as de l'aubépine. Moi en ce moment, j'ai pas mal récolté, là, c'est fini, les fleurs d'aubépine pour faire des tisanes. Je fais beaucoup de récoltes comme ça, surtout de la récolte sauvage, ou voilà, pour me faire mes tisanes, des choses comme ça, des plantes aromatiques. Et voilà, j'ai pas mal récolté l'aubépine cette année pour me faire des tisanes de fleurs d'aubépine. On va voir ce que ça donne. Il y a de la mélisse en ce moment. Il y a le frêne qui arrive bientôt. Tu peux faire des tisanes avec les feuilles de frêne et tu peux aussi faire de la freinette. C'est une boisson qui est intéressante, des fois alcoolisée même, je crois. Il me semble, je suis pas sûr, ouais. Mais voilà, je t'invite à te renseigner hein, sur la freinette, une boisson ancestrale. Et voilà, après, tu as plein d'autres plantes. Tu as la sauge, la verveine. Il y a plein de plantes comme ça
qui poussent autour de nous et qu'on récolte pas forcément. Et, des fois, on sait même qu'elles sont comestibles ou pas, mais en fait, le simple fait que on ne sait pas comment récolter, on ne sait pas à quel moment récolter, et du coup, voilà, juste de s'informer un petit peu, et ben, on peut se rendre compte que on peut intégrer ces plantes dans notre stratégie entre guillemets d'avoir un jardin qui produise de la nourriture, un jardin qui soit comestible. Et ben aussi, il y a plein de plantes comme ça autour de nous finalement qui peuvent rentrer comme ça dans cette stratégie. Et voilà. Pour en revenir aussi au désherbage, petite astuce, si tu as le syndrome de la main lourde sur le désherbage, je te renvoie aussi sur le podcast dont je parlais au début de l'épisode, là, qui est comment désherber son potager en permaculture, où là, tu vas plutôt apprendre à tempérer ta main lourde, à peut-être désherber un petit peu moins et laisser un peu plus de place à la plante sauvage, aux plantes sauvages. Et par contre, si tu es un petit peu comme moi, où tu as un peu tendance à trop laisser les plantes s'installer et surtout les plantes sauvages, les plantes indigènes, et si par exemple tu as certaines plantes si tu trouves que ça fait pas très joli finalement, je t'invite à pourquoi pas t'intéresser à certaines plantes vivaces et des fois qui ont un intérêt comestible. Comme je disais, il y a plein de plantes, finalement on croit que c'est juste des jolies plantes ou des jolis arbres, mais finalement il y a un intérêt comestible. Donc il y a des plantes vivaces qui sont comestibles, qui sont aussi très jolies, qui sont très horticoles et qui se multiplient facilement. Et puis il y a des plantes qui se ressèment toutes seules. Donc vraiment, je t'invite à te renseigner sur des plantes qui se ressèment toutes seules, qui se multiplient facilement, qui sont assez vivaces. Tu peux demander ça à ton horticulteur s'il a ce genre de plantes, ou en jardinerie. En exemple, tu as l'ail d'ornement, tu peux avoir l'achémile, tu peux avoir l'encolie, tu as le chou maritime, tu as les rigerons, tu as la nigelle de Damas, tu as la rose trémière, tu as les sauges, la vipérine, tu as l'élébore, tu as le gora, tu as plein de plantes comme ça. Je t'invite vraiment à te renseigner que tu peux planter à des endroits qui vont se ressemer toutes seules, qui vont pas être forcément trop envahissantes non plus, mais qui vont pouvoir être faciles à multiplier. Ça fait partie pour moi des compétences d'un jardinier aussi, de savoir multiplier les plantes. Donc des fois, il y a des plantes, c'est pas grand-chose, hein. Tu les laisses monter en fleurs, après en graines, et une fois que les graines sont sèches, tu viens, tu récoltes les graines comme ça à la main, tu les ressèmes ailleurs, et du coup ça en fait d'autres. Voilà, tu as d'autres plantes aussi, il faut juste, comme par exemple le framboisier, des fois il fait plein de petites pousses comme ça, tu viens, t'en prends une, t'en mets ailleurs, et ça se multiplie assez facilement comme ça. Donc intéresse-toi à toutes ces plantes qui sont vivaces et qui se multiplient facilement, et pourquoi pas, essaye d'en intégrer un peu plus à ton jardin, parce que tu les trouves jolies, parce que tu as envie de les voir un petit peu plus, et du coup ça rentre un peu dans ton truc où t'aimes pas trop désherber, mais en même temps il y a certaines plantes sauvages que t'aimes pas trop, qui sont pas très jolies. Donc voilà, donc ça peut être aussi intéressant d'intégrer un peu plus de plantes jolies et comestibles. Voilà. Donc si rien ne pousse dans un de tes jardins, à cause d'une mauvaise exposition par exemple, essaie de voir par exemple si la nature elle a quelque chose à te donner. Des fois on se dit voilà, ici c'est à l'ombre, et j'ai pas forcément envie j'ai pas d'intérêt à mettre un potager, j'ai pas d'intérêt à mettre un arbre fruitier, alors je vais tout simplement tondre. Pourquoi ne pas laisser cet endroit qui est un petit peu à l'ombre, un petit peu en friche, et voir, des fois il y a de l'ail des ours qui peut pousser souvent à l'ombre, avec un petit peu d'humidité et d'ombre. L'ail des ours il se plaît super bien, et on fait des super pestos à l'ail des ours. Donc des fois dans notre tonte, dans les endroits où on va tondre, on se dit bon voilà, je tombe mon carré, et on réfléchit pas forcément à un endroit qui est plus ombragé. Ça se voit souvent quand tu observes, quand tu commences à avoir aiguisé ton œil d'observateur au jardin, tu peux te rendre compte par rapport aux plantes que tu vois,
s'il y a une différence d'exposition ou d'humidité dans le sol, mais c'est souvent lié à l'exposition, tu peux voir, voilà, le gazon ici, il est bien touffu, il est bien garni, et là, il est plutôt... là, j'ai l'impression que c'est un peu plus sec, où il y a un petit peu moins de soleil. Donc, essayer de voir comme ça s'il y a des endroits qui sont un petit peu plus ombragés, et pourquoi pas se dire, ces endroits, je vais les laisser un petit peu en friche et voir ce que ça donne, en fait, finalement. Parce que des fois, tu as des petites surprises, et au lieu de toujours tondre et assécher le sol, c'est important aussi de laisser de la place comme ça, et des fois, tu as des belles surprises comme ça qui peuvent ressortir. Pareil, si tu as des arbres, tu as planté par exemple pas mal d'arbres cet hiver ou il y a quelques années, et souvent il y a cette pensée qu'on a, il faut bien désherber au pied de l'arbre que je viens de planter, parce que si je laisse les herbes pousser, ça va faire de la concurrence, les herbes elles vont assécher le sol, mon arbre il n'aura plus rien à boire, et donc je désherbe bien au pied de mon arbre que je viens de planter pendant plein d'années, alors que finalement c'est tout l'inverse. Plus il y a de plantes, plus il y a d'humidité, plus il y a de système racinaire, donc plus il y a de champignons, plus il y a de connexions mycorhiziens dans le sous-sol. Je parle de champignons qui sont les champignons mycorhiziens qui se connectent aux racines des plantes. Plus il y a un écosystème qui se crée comme ça au pied de ton arbre, et plus ça rend résilient tous les végétaux qui sont là. Et donc, n'hésite pas à laisser se développer les plantes. Et comme ça, elles vont pouvoir s'échanger grâce elles vont déjà créer cette atmosphère un petit peu plus humide. Et grâce au réseau mycorhizien, elles vont aussi pouvoir s'échanger, comme je disais, de l'eau, des informations aussi, et des nutriments, de la nourriture. Donc voilà, c'est important aussi. Comme ça te fait... tu sais, je t'en parlais aussi des 7 strates du jardin forêt. Dans la forêt, il y a plusieurs étages, plusieurs étages à la verticale en fait. Tu as plusieurs étages de végétation, et à chaque étage correspond à certains types de plantes déjà, et aussi à certains types d'insectes, une type de faune qui va être adaptée à ces différents étages. Et le fait d'avoir donc au pied de ton arbre des plantes qui vont être plutôt des plantes herbacées, et à ce moment-là, tu vas avoir des différentes espèces de plantes, de faune, d'insectes qui vont pouvoir être présents, et augmenter aussi, si c'est des insectes butineurs, ils vont augmenter la fructification, enfin, ils vont augmenter la pollinisation de tes arbres, donc tu vas avoir plus de fruits. Ça va aussi permettre plus tu auras d'insectes, plus ces insectes ils vont pouvoir entre guillemets déparasiter tes arbres fruitiers. Donc ils vont pouvoir, si tu as des invasions comme ça de pucerons ou d'insectes qui vont nuire à tes arbres fruitiers je sais pas, en suçant la sève ou en mangeant toutes les feuilles, plus tu auras de biodiversité qui sera présente sur le lieu, plus tu auras de chances qu'il y ait un prédateur de ce parasite et qui viennent le manger, ou au moins réduire la population. Donc c'est important d'avoir aussi plusieurs étages comme ça, plusieurs strates dans ton jardin, et notamment au pied de tes arbres que tu viens de planter. N'hésite pas, hein, les plantes elles sont en concurrence à certains moments, mais la plupart du temps, les plantes, au bout d'un moment, elles créent des écosystèmes, et elles sont là aussi à travailler ensemble pour grandir, pour prendre du territoire, pour s'étaler, quoi. Donc après, voilà, tu as certaines plantes, effectivement, qui vont boire plus d'eau que d'autres, mais la plupart du temps, les plantes qui boivent beaucoup d'eau, elles ont besoin de beaucoup d'humidité. Justement, elles ont besoin d'être dans des endroits où il y a beaucoup d'humidité, et c'est pas forcément le cas si dans un arbre que tu viens de planter. Après, si tu l'arroses, c'est sûr, si tu l'arroses tous les jours, tu vas nourrir ces plantes, mais si tu arroses ton arbre bien comme il faut au moment de la plantation, et après tu viens quelquefois, surtout l'été, pour arroser, mais tu laisses quand même sécher un petit peu la surface entre deux arrosages, ce que je conseille d'ailleurs, je veux dire, vaut mieux arroser de temps en temps, mais bien comme il faut, qu'un petit peu tous les jours.
Comme ça force les racines à aller chercher l'humidité en profondeur et du coup, ça favorise aussi l'enracinement de tes arbres et du coup, des arbres qui sont bien enracinés, qui sont enracinés en profondeur, ils vont avoir une meilleure prise au sol, ils vont être plus résistants au vent, ils vont être aussi plus capables de résister à la sécheresse parce que leurs racines sont en profondeur. Donc voilà, si tu arroses trop souvent tes arbres, tu vas rendre entre guillemets tes racines un petit peu feignantes et donc n'hésite pas aussi de temps en temps à laisser sécher un peu et partir les racines comme ça permet aux racines de partir en profondeur. Une autre chose aussi, n'oublie pas de laisser en friche certaines zones de ton jardin. Ça va influencer la façon dont tu circules dans ton jardin. Ça peut être intéressant. Voilà, toujours laisser des endroits où tu laisses des plantes sauvages pousser. Et ça peut être intéressant pour influencer la façon dont tu circules dans ton jardin. Puis même s'il y a des endroits où tu sais qui sont presque inutiles, où tu vas jamais, pourquoi laisse pousser les plantes. Ou par exemple, s'il y a un endroit où tu sais que c'est un peu une voie sans issue, un cul-de-sac, n'hésite pas à laisser aussi pousser les plantes et à venir juste nettoyer comme ça une fois dans l'année. C'est toujours intéressant d'avoir comme ça une zone 5, comme on dit en permaculture, une zone sauvage, où tu vas plutôt observer la nature et laisser comme ça le champ libre pour accueillir toute la biodiversité, accueillir toute la faune et la flore. Donc voilà, et aussi, j'en parle pas souvent, mais très important, le fait de laisser comme ça des endroits un petit peu sauvages où tu vas pratiquer le non-agir, ça va créer un environnement qui est sain pour l'humain. Plus ton jardin en fait il va ressembler à une forêt où ça va être dense, où ça va être diversifié, plus en fait tu vas avoir toute une multitude de gaz bénéfiques. On appelle ça les phytoncides. C'est des gaz que les plantes émettent notamment pour se protéger des parasites, des herbivores. Il y a les études aujourd'hui, elles montrent que de plus en plus, elles montrent que les plantes, elles savent communiquer, et notamment elles communiquent au travers de ces gaz, au travers de ces phytoncides, et aussi au travers des champignons mycorhiziens dans le sol. Mais dans l'air, elles communiquent avec ces gaz, comme des fois, j'ai entendu dire il n'y a pas longtemps encore, l'odeur du gazon, quand on vient de tondre une plante, c'est un peu, cette odeur que le gazon dégage, ça serait un peu un signalement pour signaler un danger, comme quoi il y a des herbivores pas loin. En l'occurrence, l'herbivore, là, c'est ta tondeuse. Mais puis il y a aussi je crois que c'est les acacias aussi dans le désert qui quand elles se font grignoter par un animal, elles arrivent à changer elles arrivent à mettre dans leur sève, je sais pas comment dire, à mettre dans leur sève une substance. Elle va changer la substance de leur sève pour déjà faire en sorte que l'animal qui broute, qui mange les feuilles, trouve ça plus bon en fait, le goût est plus très bon. Et aussi elles vont émettre des gaz, notamment des phytoncides, pour avertir les autres plantes aux alentours qu'il y a un herbivore et qu'elles fassent elles-mêmes ce changement de structure, ce changement de biologie, de chimie dans leur sève. Et comme ça, du coup, ça protège aussi l'écosystème. Et donc voilà. Et en fait, il y a des études qui montrent que ces gaz, ces phytoncides, là dont je parlais, que les plantes émettent, en fait, voilà, c'est l'odeur de la forêt, tout ça. En fait, ces gaz, ils sont bénéfiques pour l'humain. Ils nous font, ils nous rendent, ils nous font plaisir, quoi. Après, je t'invite à aller chercher du côté de la sylviothérapie, l'ortithérapie. Il y a plein d'effets bénéfiques que les plantes ont, mais notamment aussi de ces gaz qu'on respire quand on est dans la nature qui nous font du bien. Je ne sais pas exactement ce que ça nous fait, mais ça doit sûrement nous développer peut-être du bien-être, tout ça, quoi. Bref, c'était tout pour tout ça. Je vais finir ce podcast avec la petite astuce dont je te parle au début
pour justement commencer un petit peu à apprendre les plantes sauvages. Moi, j'ai plein de façons à te partager au sujet de l'apprentissage des plantes sauvages. J'ai pas mal pratiqué ces dernières années l'apprentissage des plantes sauvages sur le terrain et j'ai développé quelques techniques pour apprendre plus vite, pour mieux apprendre, etc. Mais voilà, j'en ferai peut-être un épisode spécialement sur le sujet. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me le dire sur YouTube. Et donc voilà. Donc, petite astuce, ce que tu peux faire, c'est utiliser, tu sais, des cagettes, récupérer des cagettes dans les marchés ou chez ton épicier ou quoi, et d'utiliser soit un pyrograveur ou un fer à souder et de marquer le nom des plantes, tout simplement. Et que c'est des cagettes, voilà, tu prends les lattes du fond de la cagette, tu vois, les grandes lattes, et tu tailles un côté en pointe pour pouvoir le planter dans la terre, et tu marques de façon verticale le nom de la plante, par exemple ortie, tu vois, tu mets un O, en dessous un R, T-I-E, et voilà, petite astuce, tu peux d'abord écrire au crayon à papier, comme ça tu te rendras un petit peu mieux compte, et une fois que c'est validé, entre guillemets, et ben, tu peux y aller au fer à souder, ça marche super bien, au pyrograveur aussi. Et du coup, ça fait une petite activité à faire aussi en famille ou quoi. Et c'est hyper intéressant d'avoir le nom de la plante qui est écrit à côté. Et bah, ça peut te permettre à toi de te souvenir un peu de la plante, de te remémorer quand tu passes devant, et aussi aux autres personnes qui vont naviguer dans ton jardin, d'apprendre des choses, de poser des questions et de s'intéresser à tout ça. Et sinon, moi, vraiment, ce qui m'aide le plus à apprendre les plantes sauvages, bah, c'est tout simplement de faire de la balade, des randonnées. Moi, je fais beaucoup de marches, beaucoup de balades, beaucoup de randonnées dans la forêt, dans les chemins de campagne autour de chez moi. Et ben, j'observe tout le temps les plantes. En plus, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la période de l'année, bah, c'est toujours différent. Il y a toujours, les plantes, elles sont toujours à un stade un stade différent. Elles vont être, des fois, tu vas passer, bah, ça va être une petite pousse. Tu vas repasser, ça va être une grande pousse. Après, elle va être en fleurs, en fruits. Enfin, voilà, c'est aussi intéressant. Il y a toujours des choses différentes à voir dans la nature. Et voilà, je ne me balade pas forcément avec un guide des plantes sauvages. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Moi, j'utilise beaucoup l'application PlanteNet quand je connais pas une plante. Bah, tac, j'essaye de l'identifier avec PlanteNet. Après, je vérifie toujours si c'est vraiment la bonne plante. Et après, voilà, avant de commencer à faire des tisanes, de la récolte, à manger des plantes comestibles, là, vraiment, je fais des recherches plus poussées pour vraiment être sûr à 200% que c'est la bonne plante, même s'il n'y a pas énormément de plantes comestibles. Pareil, j'en ferai sûrement un podcast pour en parler de tout ça. Mais voilà, l'application PlanteNet, elle est vraiment super. C'est l'application qui a inventé la reconnaissance des plantes avec une simple photo. En fait, tu prends la plante en photo, tu prends soit la feuille, soit la fleur, soit le fruit, soit la plante en entier, et ça te donne le nom de la plante. C'est pas toujours exact, mais ça donne une bonne piste, et la plupart du temps, c'est plutôt pas mal, au moins pour reconnaître l'espèce. Après, pour la variété, il faut toujours aussi vérifier, mais souvent, ça se trompe pas. Avec la fleur et la feuille, on se trompe quasiment pas. Et voilà, je trouvais vraiment intéressant. Je trouve que c'est simple, on a tous un téléphone dans notre poche. Voilà, une balade, tu vois une plante qui est jolie, tu essaies de l'identifier, et après, petit à petit, tu t'informes sur cette plante. Et au bout d'un moment, bah, à force de la recroiser de partout, parce que les plantes, elles sont de partout, hein, des orties, t'en as de partout. Enfin, finalement, à force de te balader et de revoir toujours les mêmes plantes, eh ben, après, tu vas les connaître. Et après, tu vas faire des recherches et vraiment être sûr au bout d'un moment, Après, il faut aller chercher, tu vois, les clés d'identification. Des fois, ça peut être si la plante elle est poilue, si elle a des épines, si la façon dont les fleurs sont formées, ou les feuilles, si elles ont des poils, ou plutôt plutôt des pics. Enfin, il y a c'est très intéressant. Donc, il y a plein de choses à voir. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour cet épisode. Si t'es team plantes sauvages, un peu comme moi, ou t'as du mal à désherber, n'hésite pas à laisser en commentaire. Voilà, moi je suis de la team plantes sauvages. Du coup, dans mon jardin, il y a plein de plantes sauvages.
Et si tu es plutôt de la team pas plantes sauvages, bah, mets-le aussi. Voilà, moi je suis pas trop team plantes sauvages, je désherbe, je mets de la paille pour que ça soit bien joli. Donc voilà, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Et si tu veux influencer ton voisin ou un partenaire qui jardine avec toi, si tu veux l'influencer à apprécier les plantes sauvages au jardin, n'hésite pas à lui partager ce podcast. Et sur ce, bah, je te laisse et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!